Dans le nord de l'Idaho, au milieu de paysages vallonnés et de vastes champs, se trouvait une modeste ferme où Henry Green, un agriculteur de 81 ans, a vécu la majeure partie de sa vie. La ferme avait été transmise dans sa famille de génération en génération, symbolisant la résilience et le dévouement. C'était une vie remplie de difficultés et d'épreuves, mais Henry restait debout, surmontant avec constance tous les défis qui se présentaient à lui. Henry était un travailleur acharné et un homme fort qui, dès son plus jeune âge, avait l'habitude de ne compter que sur lui-même. Il travaillait toujours de l'aube au crépuscule, sans jamais se plaindre de la dureté du travail et de ses effets sur sa santé. Au fil des ans, alors que ses forces s'amenuisaient, l'agriculteur s'efforçait de rester aussi fiable qu'auparavant. Il était un véritable exemple de courage et d'endurance pour tous ceux qui l'entouraient. Mais Henry ressentait intérieurement un sentiment de désolation, d'aliénation et de lassitude croissante à l'égard d'une vie qui avait autrefois un sens pour lui, mais qui n'était plus qu'une lutte constante pour l'existence. Sa femme, Marie, a été à ses côtés pendant toutes ces années. Ils s'étaient rencontrés dans leur jeunesse, alors qu'ils étaient tous deux pleins d'espoir et rêvaient d'un avenir radieux. Mary était une femme d'une grande bonté d'âme. Son rire tranquille emplissait toujours la maison d'une atmosphère agréable et chaleureuse. Elle a toujours soutenu son mari, a enduré avec lui toutes les difficultés et tous les travaux de la ferme, s'est occupée de la maison et a essayé de soulager ses soucis du mieux qu'elle pouvait. Mais au cours des dernières années, sa santé a commencé à se dégrader. Au début, il s'agissait d'affections mineures qui se sont progressivement transformées en problèmes graves. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a sonné comme un jugement. Au fil des mois, l'état de Mary s'est aggravé. Elle ne pouvait plus faire le ménage et sa mémoire commençait à flancher. Henry, autrefois fort et plein de vigueur, se retrouve à devoir non seulement s'occuper de la ferme, mais aussi de sa femme. Il commence à se lever encore plus tôt pour avoir le temps de préparer les repas, de nettoyer la maison, de travailler à la ferme et d'en surveiller l'état. Au début, il s'acquitte de ses tâches avec patience et attention, mais au fil du temps, le devoir envers la femme qu'il aime devient un lourd fardeau qui le fatigue de plus en plus. La petite chambre où Mary s'est couchée se remplit peu à peu de matériel médical. Les odeurs étrangères, les bruits des machines et le clignotement constant des moniteurs commencent à déprimer Henry. La pièce ressemble plus à une chambre d'hôpital qu'à la maison où ils avaient construit leur vie ensemble. Chaque soir, il s'assoit dans le vieux fauteuil à côté du lit de sa femme et, comme s'il ne voyait pas le temps passer, il fixe le mur d'un air fatigué, écoutant les bruits monotones des appareils médicaux. Ses pensées devenaient de plus en plus sombres et pesantes, et il avait le sentiment d'être dans une prison dont il ne pouvait s'échapper. Les amis et les voisins qui venaient chez lui s'éloignent peu à peu. Les visites deviennent de moins en moins fréquentes, et Henry lui-même hésite à rester en contact, ne voulant pas partager son désespoir. Tous les plaisirs familiers de la vie lui paraissent lointains et inaccessibles. Il se retire du monde, se renferme sur lui-même, et chaque jour, sa solitude devient de plus en plus palpable. Henry ressent un grand fossé entre lui et la femme qu'il a aimée autrefois, rempli de douleur et de fatigue. Il commença à se souvenir du temps où Mary était en bonne santé et vigoureuse, où ils travaillaient ensemble à la ferme et jouissaient des plaisirs simples de la vie. Ces souvenirs lui semblaient irréels, comme s'il s'agissait de la vie d'une autre personne. À présent, son existence était devenue une routine d'infirmière et de travail sans fin qui ne le satisfaisait plus. Au fil du temps, Henry remarque de plus en plus que son cœur se remplit d'amertume et de ressentiment à l'égard du destin qui l'a privé d'une vieillesse paisible. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il s'assit à nouveau dans son fauteuil,
regarda Marie et sentit grandir en lui quelque chose de sombre et d'effrayant. Il souhaitait se libérer de ce sentiment, se débarrasser de ce fardeau qui entravait son âme. À un moment donné, en regardant sa femme, il s'est surpris à penser « Et s'il était possible de mettre fin à toutes ces souffrances ?» Cette pensée a traversé son esprit, et bien qu'il ait immédiatement essayé de la chasser, elle est restée comme une ombre, fermement ancrée dans les profondeurs de son esprit. Les journées à la ferme s'étiraient lentement, et chacune d'entre elles semblait un calvaire sans fin pour Henri. Les tâches métiers, les tâches ménagères et les soins constants prodigués à sa femme étaient devenus un fardeau, faisant de sa vie une série de responsabilités. Parfois, il s'assoit seul, se demandant jusqu'où il peut aller. Dans ces moments-là, il sentait quelque chose de sombre et de destructeur s'agiter au plus profond de son âme. Ces dernières semaines, Henri avait commencé à ressentir une irritation croissante à l'égard de Marie. Ce qui lui avait semblé être un devoir d'amour et d'attention lui apparaissait désormais comme une obligation pesante à laquelle il était impossible d'échapper. Il essayait d'être patient, mais inévitablement, il s'emportait contre sa femme pour les plus petites de choses, pour avoir demandé, pour avoir gémi de douleur, pour son impuissance, pour sa présence, qui semblait se noyer dans son propre désespoir. Il commence à se demander pourquoi c'est lui qui a subi un tel sort, pourquoi la vie a été si injuste. À travers ses pensées lugubres, surgissent des souvenirs du passé. Il y a longtemps, avant sa maladie, Marie avait été son roc, le soutenant dans les moments difficiles, l'aidant à tenir le ménage et prenant soin de lui. Aujourd'hui, son corps faible et décrépit lui rappelait que toutes les bonnes choses de leur vie appartenaient au passé. Chaque fois qu'il la regardait, que son regard vide fixait le plafond, il sentait la colère monter en lui, sourde, informe, mais qui l'empoisonnait chaque jour. Le mois d'août était particulièrement étouffant, et la chaleur lourde et humide ajoutait à l'atmosphère déjà étouffante. Ce soir-là, Henri rentre de la ferme plus tard que d'habitude. Il est épuisé, en sueur et irritable, après une longue journée de travail sous un soleil de plomb. En entrant dans la maison, il sentit un silence étouffant l'envahir. Le seul bruit était celui, intermittent, des machines qui amenaient sa femme en vie. Henri s'approche lentement de la chambre à coucher. Dans la pénombre, il aperçoit Marie allongée sur le lit, les yeux fixés sur rien, un léger filet de salive coulant le long de son menton. Cette image, qui lui était familière depuis quelques années, souleva soudain en lui une tempête de colère et de dégoût. Il serra les dents, sentant la rage monter dans sa poitrine. Il ne pouvait expliquer ce sentiment, mais il le balayait comme une vague, ne laissant aucune place à la raison ou à la compassion. Pourquoi ne peut-elle pas se battre? Pourquoi reste-t-elle allongée, comme si elle avait abandonné? Cette question résonnait dans sa tête, augmentant sa tension intérieure. Il s'approcha de son lit et vit le fil du téléphone posé sur la table de nuit. Henri le ramassa et sentit le plastique froid l'entourer comme une bouée de sauvetage. Ses mains tremblent et il lève lentement le regard vers sa femme, comme s'il la regardait pour la première fois. À ce moment-là, quelque chose de sombre et de sinistre s'est finalement emparé de lui. Il ne voyait plus en Marie la femme avec laquelle il avait vécu pendant 60 ans. Il ne voyait plus qu'une ombre du passé qui l'accablait depuis quelques années. Pendant une seconde, Henri a ressenti un calme inconnu, effrayant, mais en même temps séduisant. Il réalisa qu'il avait un moyen de sortir de sa misère, de mettre fin à la torture sans fin qui tourmentait son âme. À peine conscient de ce qu'il faisait, il se pencha lentement vers sa femme et enroula la corde autour de son cou. Mary respire convulsivement, ses yeux s'arrondissent d'horreur et elle tente de se débattre, mais ses forces sont épuisées depuis longtemps. Henri serra la corde encore plus fort,
sentant son cœur battre frénétiquement. Le monde semblait se figer autour de lui, et il ne lui restait que ce sentiment inexprimable de libération et de terreur folle. Une fois la séance terminée, Henry recula, regardant le corps immobile de sa femme. La chaude sensation de liberté fut rapidement remplacée par une horreur glaciale et la réalisation de ce qu'il venait de faire. La réalité de ce qu'il avait fait lui pesait lourdement. La seule pensée qui résonnait dans sa tête était « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Son cœur battait dans sa poitrine comme s'il essayait de se libérer, et ses mains tremblaient encore. Cette nuit-là, seul, Henry a compris que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait brisé quelque chose de bien plus grand que son destin. Il avait brisé ce qui le liait au passé, ne laissant derrière lui que des ruines. Après que le silence eut enfin envahi la maison, Henry, choqué par ce qu'il avait fait, s'assit simplement sur le sol, à côté du lit. Il avait l'impression que le temps s'était arrêté et que ses pensées avaient l'envie de sombrer dans l'obscurité. Dehors, l'aube commençait à poindre et les premiers rayons de soleil entraient phare par la fenêtre, illuminant la pièce, mais Henry n'y fit pas attention. Il se rend compte qu'il doit maintenant accepter les conséquences de son acte. Un peu plus tard, reprenant des forces, il se nettoie en essayant de faire croire à un accident. Il prévoyait d'appeler la police et de faire croire que Mary était morte de mort naturelle et que lui, accablé de chagrin, venait de découvrir son corps à bout de souffle. Henry essaya de rafraîchir la pièce, d'effacer les traces de son désespoir, mais il devenait de plus en plus clair pour lui que cacher la vérité serait beaucoup plus difficile qu'il n'y paraissait. Il composa le numéro d'urgence et la voix de l'opératrice à l'autre bout du fil semblait détachée et stable, tandis qu'Henry forçait les mots à sortir. Il dit qu'il a découvert sa femme dans son lit, qu'elle ne respire plus. Il y avait une tristesse feinte dans sa voix, mais une véritable panique se cachait quelque part, à l'intérieur, prête à faire surface à tout moment. Quelques minutes plus tard, des voitures de police et une ambulance s'arrêtent devant la maison, illuminant le ciel nocturne de leurs gyrophares. Les premiers à entrer dans la maison sont les ambulanciers. Ils s'approchent prudemment du lit et examinent le corps de Mary, mais leur regard est rapidement remplacé par un froncement de sourcils lorsqu'ils réalisent que la cause de sa mort n'est pas du tout naturelle. Lorsque les inspecteurs sont arrivés, ils ont immédiatement remarqué les bizarreries, les petits détails qui trahissaient la nature non naturelle de ce qui s'était passé. La défunte semblait trop immobile, et les marques sur son cou indiquaient donc clairement qu'elle avait été étranglée. Henry tente de s'accrocher, mais se rend compte que tout s'écroule. L'inspecteur Julia Carter, une femme à l'esprit vif et forte de nombreuses années d'expérience dans les enquêtes sur les crimes familiaux, est appelée à la rescousse. Elle perçoit immédiatement le caractère suspect de la situation, sentant une certaine fausseté dans le comportement d'Henry. Elle commence par des questions simples. Depuis combien de temps Mary est malade? De quoi elle souffre? Quand Henry l'a vue vivante pour la dernière fois? L'homme tente de répondre calmement, mais il a l'impression que le sol sous ses pieds fond à chaque mot. « Henry, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé la nuit dernière ?» demanda Julia, observant attentivement sa réaction. Henry se figea une seconde, comme s'il rassemblait ses pensées. Il raconta sa longue journée à la ferme, son retour tardif à la maison et le fait d'avoir trouvé Mary déjà essoufflée. Il peine à sortir les mots et l'inspecteur Carter ne manque aucun détail, notant ses réponses dans un carnet. Quelques heures plus tard, lorsque l'équipe médico-légale a fini de fouiller la maison, elle emmène Henry pour l'interroger. Au poste de police, il est assis dans une pièce froide et mal éclairée, sentant la suspicion qui pèse sur lui devenir de plus en plus évidente. L'inspecteur Carter continue de lui poser des questions et, à chaque nouvelle précision qu'elle apporte, il a de plus en plus de mal à maintenir sa version des faits.
Nous avons trouvé des marques sur son cou, Henry, qui indiquent une strangulation forcée, dit Julia en le regardant droit dans les yeux. Sa voix était calme mais ferme, ne laissant aucune place au doute. Henry tente de garder son calme, mais ses mains trahissent sa nervosité, se serrant en poing. « Je ne ferai jamais ça. Je l'aimais », s'efforça-t-il de dire, mais sa voix tremblait et ses yeux se remplissèrent de larmes. Il se rend compte que mentir ne le sauvera pas, mais il tente de s'accrocher à ce faible espoir de pouvoir convaincre les inspecteurs de son innocence. Mais les preuves contre lui sont trop évidentes. Les témoignages des voisins et des amis ne font que renforcer les soupçons des inspecteurs, qui ont remarqué depuis des mois qu'Henry était de plus en plus renfermé et nerveux. Les enquêteurs ont découvert que son attitude envers sa femme avait beaucoup changé ces derniers temps, ce qui leur a fourni le mobile qu'ils recherchaient. Lorsque Julia est revenue dans la salle d'interrogatoire, elle a acheté les photos de la scène devant lui. Leurs couleurs sombres et leurs détails sinistres semblaient s'animer sous ses yeux, le faisant se souvenir de la minute où il avait décidé d'abréger la vie de sa femme. Il n'a pas pu s'en empêcher. Son visage est devenu pâle et il a enfin réalisé son crime. Prenant une profonde inspiration, Henry dit calmement « Ce n'était pas moi, mais des ténèbres qui me possédaient. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais juste me débarrasser de la douleur. » L'inspecteur Carter soupire en réalisant qu'il s'agit là de ses aveux. Henry est arrêté et l'affaire de la mort de Mary Greenwell est jugée. L'affaire d'Henry Greenwell attire rapidement l'attention du public et la nouvelle du fermier qui a tué sa femme se répand dans tout le comté. Les personnes qui connaissaient Henry depuis des années n'arrivaient même pas à croire qu'un père de famille aussi équilibré et dévoué soit capable d'un crime aussi brutal. Les journaux locaux et les chaînes de télévision ont couvert chaque détail du procès, alimentant ainsi l'intérêt du public. Le procès s'est ouvert devant le tribunal de district du nord de l'Idaho. L'accusation est représentée par le procureur James Randolph, un homme à la réputation irréprochable, connu pour sa dureté et sa persévérance dans la lutte pour la justice. Randolph estimait que l'affaire était évidente et entendait obtenir pour Henry la peine maximale, en soulignant la brutalité du crime et l'impossibilité de justifier un meurtre, même s'il a été commis dans un état de désespoir. D'autre part, la défense, représentée par l'avocate Ellen Morris, a tenté de démontrer à la cour que Henry avait agi sous l'influence d'une fatigue émotionnelle et mentale extrême. Madame Morris a affirmé que de nombreuses années passées à s'occuper de sa femme malade avaient bien et progressivement détruit la santé mentale de son client, le transformant en une personne renfermée et déprimée. Elle a souligné qu'Henry n'était pas une menace pour la société jusqu'à ce qu'il se trouve dans une situation désespérée. Pendant l'audience, Henry avait l'air épuisé. Il ne levait presque jamais les yeux et parlait calmement, se contentant parfois d'acquiescer aux questions de l'avocat. Tout au long du procès, il était resté assis, comme plongé dans ses propres pensées, et a semblé réaliser la gravité de ce qu'il avait fait. Les témoins appelés à la barre l'ont décrit comme un travailleur acharné et calme, mais ont tristement constaté à quel point il avait changé au cours des dernières années. La famille et les amis ont rappelé le repli sur soi et l'isolement progressif de Henry, ce qui les a amenés à penser qu'il était oppressé par les circonstances. Le procureur, quant à lui, a souligné la froideur avec laquelle Henry avait commis le crime. Il a souligné qu'il aurait pu chercher de l'aide, mais qu'il avait choisi la voie de la violence. Le tribunal a appris que la table de la chambre à coucher montrait un scénario de mort naturel, soigneusement planifié, ce qui, selon l'accusation, prouvait que le crime avait été prémédité. Les plaidoiries de finale ont été particulièrement émouvantes. Le procureur Randolph a rappelé au jury
que chaque personne a le choix de faire face aux défis de la vie, et que le fait qu'Henry ait choisi de tuer était une preuve irréfutable de sa culpabilité. L'avocate Morris, pour sa part, a demandé à la Cour de faire preuve de clémence, soulignant qu'Henry était incapable de supporter la souffrance et la solitude qui avaient empoisonné son esprit. Après plusieurs heures de délibération, le jury rend son verdict. Henry Greenwell est reconnu coupable de meurtre au second degré. La Cour le condamne à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Un silence tendu règne dans la salle d'audience à l'annonce du verdict. Henry baisse tranquillement la tête, résigné à la décision du tribunal. Après le procès, la vie dans le nord de l'Idaho reprend son cours normal, mais la tragédie de la famille Greenwell marque profondément le cœur des habitants. La ferme d'Henry, autrefois prospère et accueillante, est désormais vide, envahie par les mauvaises herbes et sombre dans l'oubli. Les habitants se souviennent d'Henry et de sa famille avec amertume et se demandent comment le désespoir peut transformer un homme bienveillant en criminel. Henry a entamé son parcours de rédemption en prison, sentant que la vie qu'il avait connue était irrémédiablement révolue. Il a passé du temps à réfléchir à ses erreurs et à écrire des lettres à sa fille, qui, bien que profondément choquée, essayait encore de comprendre ce qui avait pu pousser son père à commettre un acte aussi terrible. Henry savait qu'aucune de ses actions ne ramènerait sa mère ou n'effacerait la culpabilité de son âme, mais il cherchait à s'excuser pour ce qu'il avait fait. C'est tout pour l'instant. Donnez un pouce en l'air si vous avez aimé, écrivez vos opinions dans les commentaires, et à bientôt dans de nouveaux épisodes. Bye.